Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour fêter cette 390e rencontre Lille avec Bérénice Pichat pour son roman La Petite Bonne aux éditions Les Avrils, qui a donc reçu récemment la mention spéciale du prix Lille 2024 aux éditions Les Avrils et qui sera aussi présente pour la remise des prix, oui, puisqu'il y en a plusieurs, la remise des prix Lille samedi prochain à Paris. Alors déjà, bravo Bérénice. On est fiers de vous voir remporter ce prix pour ce roman qui a déjà fait tant parler depuis des mois et qui continue d'exister et qui continue de faire parler encore aujourd'hui, qui est toujours dans l'actualité littéraire et peut-être même dans l'actualité sociétale. On en reparlera à travers différentes thématiques. Donc bravo Bérénice Merci. Pichard et bonsoir. Bonsoir à tous, merci d'être là. J'ai vu passer quelques noms de gens avec qui je corresponds un peu sur Instagram. Bonsoir à tous ceux-là et bonsoir aux autres. Eh bien, parfait. Alors, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet de la petite bonne, même si évidemment vous avez fait beaucoup de rencontres en librairie, on le sait, l'agenda a été rempli. On a quand même réussi à trouver une date et tant mieux. J'aimerais que vous nous parliez d'entrée de jeu de cette histoire, de cette genèse pour un premier roman. Comment on imagine un tel univers, un tel style aussi. Qu'est-ce qui est entré en vous en réalité pour rentrer dans le monde littéraire avec un tel premier roman qui en général, la plupart du temps, est quand même plutôt personnel. Là, pour le coup, on a l'impression qu'il s'en éloigne beaucoup, mais vous nous direz véritablement s'il y a aussi peut-être certaines choses qui s'en rapprochent. Qu'est-ce qui vous est parvenu, qu'est-ce qui vous est apparu peut-être pour parler de cette petite bonne? Alors en fait, c'est vraiment le fond et la forme qui se sont imbriqués pour faire apparaître ce personnage. J'avais lu, comme beaucoup de gens, À la ligne de Joseph Pontus. Et j'avais trouvé vraiment cette façon de relater les choses en vers libre très intéressante et très percutante. Je trouve que après la lecture de À la ligne, on n'est plus tout à fait pareil qu'avant. Je ne sais pas si ça vous a fait le même effet si vous l'avez lu. Et je me suis dit que je pouvais essayer aussi le vers libre, voir ce que ça donnait. Et le personnage qui est tout de suite apparu quand j'ai commencé à écrire en vers libre, eh ben, c'est cette petite bonne. Tout de suite, au crayon à papier, dans un petit carnet, j'ai commencé à l'entendre marcher, à la voir s'activer à côté de moi en vers libre. Et puis j'ai déroulé toute la première partie du livre, telle que vous la lisez, en vers libre. C'est vraiment tout ça qui est né d'emblée sur cette petite bonne. Et puis j'ai mis ce texte de côté. Et puis j'ai écrit d'autres choses dans l'intervalle. Et quand je me suis demandé quel début dans ce que j'avais écrit pouvait se transformer en roman, j'ai ressorti cette petite bonne et je me suis dit qu'elle, elle valait le coup d'être continuée. Et, et j'ai eu envie là d'aller plus loin dans cette histoire, mais j'ai pas eu envie de faire que du vers libre. Par contre, c'est vrai que c'est quelque chose, tout de suite, je me suis dit, tout un roman avec un seul personnage en vers libre, non. Et plusieurs personnages en vers libre, et ben en fait, je voyais pas forcément l'intérêt de la chose. Par contre, proposer un contrepoint à cette petite bonne en utilisant de la prose, et là où il y avait une femme, proposer un homme, là où il y avait un personnage laborieux, proposer un bourgeois. Ma petite bonne est dans l'activité tout le temps, plus que la pensée. Et ben, proposer un personnage qui serait coincé dans sa chaise, qui ne pourrait pas bouger justement. Et puis, j'aime assez parler des gens qui n'ont pas la parole, qui ne peuvent pas s'exprimer. Et donc, très naturellement, c'est une gueule cassée qui est apparue. Et comme ces personnages-là n'avaient pas la parole, il fallait quelqu'un pour me parler d'eux. Et c'est pour ça que le premier passage en prose, c'est Alexandrine, en fait, qui parle de Blaise. Voilà. Et puis après, tout s'est fait assez naturellement, assez simplement, dans l'ordre dans lequel vous le lisez. Est-ce qu'il y a eu des évolutions par rapport à la première mouture que vous aviez faite, par rapport à l'époque peut-être? Est-ce que vous vouliez parler d'une petite bonne aussi de manière contemporaine? Parce que on voit aussi beaucoup de choses actuellement sur des métiers qui sont extrêmement pénibles, puisqu'il est question aussi de pénibilité aussi au travail, même si ça a des ressorts différents à l'époque. Mais concrètement, est-ce que vous avez eu aussi des envies d'aller sur le côté contemporain au départ, ou est-ce que ça a évolué? Est-ce que les choses ont bougé par rapport à cela? Alors moi, je ne peux pas écrire quelque chose qui se passe maintenant. Je n'arrive pas du tout à me projeter sur des choses contemporaines. Euh, J'écris beaucoup à partir d'objets, à partir de photos, à partir
d'images mentales que je me fais de périodes qui vont de la Première à la Deuxième Guerre mondiale en général. C'est là où je vais spontanément placer mes intrigues, mes personnages. C'est les périodes qui me parlent. Et donc, à aucun moment, je n'ai une vision contemporaine de mes histoires. Ceci dit, c'est pas parce qu'on place des histoires il y a 100 ans qu'elles n'ont pas un écho avec l'époque actuelle. Et en fait, c'est vrai que pour le coup, il y a une vraie pérennité dans les exigences, dans le travail, dans la pénibilité d'un travail ouvrier entre les années 30 et maintenant. À part le fait que désormais, on a une aide technologique plus importante que ce qu'il y avait à l'époque et qui nous permet d'alléger certaines peines et certaines charges. Mais non, non, spontanément, je vais toujours placer mes histoires il y a une centaine d'années. C'est vraiment l'époque qui m'intéresse et l'esthétique aussi qui m'intéresse. En termes d'objets, je disais, en termes de vêtements aussi, pour moi, c'est hyper important, l'allure des gens. Et à cette époque-là, les vêtements en disaient beaucoup sur qui étaient les gens. Au premier coup d'œil, en voyant la forme, la longueur d'une robe, la couleur, la forme d'un chapeau, on savait à qui on avait affaire. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe plus tout à fait maintenant. C'est un peu, les codes sont brouillés. Mais à l'époque, ces codes-là, ils étaient très présents. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Je sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui, et c'est en effet très juste et ça m'interpelle aussi sur la séparation des deux mondes que vous mettez en avant, qu'on pourrait qualifier. Alors, on a beaucoup d'images en tête aussi, notamment les tristement célèbres La France d'en bas. Pour le coup, et ça apparaît à travers votre roman. Vous mettez vraiment une séparation extrêmement fine qui va peut-être se rapprocher à un certain moment du roman. Ou pas, mais entre ces petites gens et ces notables, ces bourgeois qui est extrêmement forte. On a l'impression que finalement les deux mondes sont extrêmement tristes, différents, pauvres aussi, que ce soit mentalement ou financièrement, mais en tout cas, ça n'a pas changé depuis les années 30, là non plus. Pour le coup, il y a une véritable séparation entre les ultra pauvres et les ultra riches, et j'ai trouvé que là aussi dans votre roman, on la voyait de manière encore plus flagrante. Oui, alors là, pour le coup, vous disiez la France d'en haut, la France d'en bas, c'est exactement ça. En fait, pour tout vous dire, moi j'ai pensé à la série Downton Abbey. Je ne sais pas si vous l'avez vue, cette série. En fait, j'avais vu le making-of de cette série parce que j'ai adoré le principe. Et j'avais été frappée par un détail que j'ai vraiment fait mien et réutilisé. Les acteurs qui jouent tous les aristocrates, en fait, ne rencontrent jamais les acteurs qui jouent tous ceux qui sont dans les cuisines. Pour la bonne et simple raison qu'en fait, les tournages ne se font pas au même endroit. Tout ce qui est aristocratie est tourné dans un château. L'équipe loue pendant 3 mois le château, ça coûte hyper cher. Et donc, tout ce qui se passe dans le château reste dans le château. Et on voit quelques femmes de chambre qui montent et qui descendent les escaliers pour arriver dans la cuisine. Et en fait, ça, c'est l'illusion du cinéma, parce qu'en fait, les cuisines sont tournées en studio à Londres. Et ce qui fait que les troupes de comédiens qui jouent dans cette série le disent eux-mêmes, ils ne se voient jamais. Et en fait, j'ai trouvé que c'était hyper parlant cette réalité du cinéma qui faisait que les personnages pouvaient tourner dans des lieux séparés et que nous, on avait l'illusion que c'était une société qui fonctionnait comme ça. Mais en fait, ils n'ont pas besoin d'avoir un lieu commun pour jouer cette série, puisque ceux qui étaient dans les cuisines, en fait, n'en sortaient pas, à part quelques rares exceptions qui étaient amenés à côtoyer les aristocrates, et jamais les maîtres ne descendaient dans la cuisine, en fait. Et cette réalité-là, en fait, je la trouve très riche et très intéressante. Et quand on y réfléchit bien, bah, je pense que ça, c'est toujours valable, ça. Il y a toujours un aspect social ou des zones où on ne va jamais. Euh, Prendre un petit exemple, je suis enseignante, moi, je travaille dans une école primaire, hein, je suis maîtresse. Et ben, pour la première fois en 25 ans de métier, j'ai visité avec mes élèves la cuisine de l'école et l'endroit où étaient stockées les réserves de nourriture et tout ça. Parce que on n'a jamais accès à ça. Jamais. Ça fait 25 ans que j'enseigne, jamais j'ai visité cet endroit-là. Et c'est l'école où j'étais élève, donc évidemment quand j'y étais, encore moins. Donc en fait, je pense que dans la société, les choses, elles sont comme ça, hyper séparées. On sait que ça existe, mais on ne sait pas vraiment comment ça se passe parce on est chacun dans notre zone de confort ou notre domaine d'activité sans que les choses se mélangent tant que ça. Alors, c'est effrayant, la cuisine d'une école?
Pas C'est hyper propre. trop propre. C'est comme, je pense que c'est comme les cuisines de restaurant, c'est très métallique et ça sent le vinaigre. Alors moi, ça m'a fait beaucoup penser à La Servante écarlate de Margaret Atwood, notamment à travers la série. Alors évidemment, il n'y a pas le côté dystopique, mais sur ce cheminement, sur ce côté extrêmement de séparation également entre maître et esclave, entre guillemets, mais également sur le côté conte. En réalité, je trouve que dès le début du roman, on est quasiment dans une sorte de conte. Alors, beaucoup parlent de poésie. C'est en effet très poétique, mais c'est aussi une question d'ambiance. J'aimerais savoir quelle couleur en fait et quelle ambiance vous aviez voulu insuffler en écrivant ce roman, parce que il y a une petite musique qui s'installe petitement avec cette bonne. On est avec elle, on est sur son épaule, on est dans sa tête. Et en même temps, on a aussi beaucoup de douleur avec elle. Quelle couleur, quelle ambiance vous aviez vraiment voulu mettre au sein même du récit? Est-ce que c'est une sorte de conte pour vous, un conte peut-être parfois cruel, ou au contraire, on est davantage sur le côté poétique avec les vers libres? Oui, c'est intéressant ce que vous êtes en train de me dire. Personne ne m'a jamais parlé de la petite bonne sous cet aspect-là, mais pourquoi pas en faire un personnage de conte qui aurait juste une fonction comme la Belle et la Bête. Ils n'ont pas de prénom et ils sont définis par leur fonction comme dans les contes. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. J'ai vu et lu aussi La plus précieuse des marchandises il n'y a pas si longtemps, qui est une écriture aussi très poétique et qui fonctionne un peu aussi sur le principe d'un conte et de cette description-là. Et oui, oui, c'est pas faux. Ça se passe pas dans une forêt ou dans une forêt urbaine dans ce cas-là, avec de la neige et des lampadaires à la place des arbres, des lampadaires éteints. Et c'est vrai qu'elle avance dans cette nuit-là, un peu envers et contre tout. Elle est mue par un espèce de sortilège qui l'oblige à sortir alors que personne d'autre ne sort. Et en termes d'ambiance, c'est vrai que quand moi j'écris, en fait, je suis vraiment à l'intérieur de mes personnages. J'adopte leur corps, en fait. Il devient le mien. Et quand j'écris, je décris les sensations qu'ils ont. Et, euh, et oui, c'est une écriture, je pense, qui est liée à tous ces sens. On sent, on voit, on manipule avec le corps comme si c'était le nôtre. Et je pense que ça, c'est possible parce que c'est écrit aussi à la troisième personne du singulier avec un narrateur omniscient. Je pense qu'on n'obtient pas la même chose quand on écrit à la première personne. Parce que quand on est à la première personne, on a cette subjectivité qui fait qu'on ne voit que ce qu'on a bien envie de voir. Avec le narrateur omniscient, on est à la fois dedans et dehors. On sent ce qu'il sent, mais en même temps, on voit ce qui se passe autour. Et ça permet au lecteur d'être partout à la fois et d'être très impliqué dans chacun des personnages. Et oui, clairement, cette troisième personne du singulier, elle fait tout parce que vous prenez un point d'ancrage extrêmement élevé. Tous les personnages y passent finalement avec ce narrateur. Et en même temps, on est dans la tête de cette petite bonne avec beaucoup de détails sur ses tâches qui sont à la fois humaines, humanisantes, et en même temps extrêmement robotisées. C'est ça qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a l'impression qu'on côtoie Cendrillon, et en même temps, on a aussi l'impression de l'autre côté d'avoir une véritable une femme de ménage qui robotise chaque geste, chaque objet qu'elle range, chaque objet qu'elle repasse, qu'elle tisse. On a vraiment l'impression que c'est une petite mélodie qui est à la fois dure, hein, clairement, puisqu'il y a aussi beaucoup de questions de pénibilité, de beaucoup de douleur dans ce qu'elle fait. Qu'est-ce que vous vouliez justement mettre en avant déjà, premièrement, en l'anonymisant, clairement, en quasiment la déshumanisant, sans prénom, même si c'est un petit peu dur ce que je dis, elle n'est pas totalement déshumanisée juste parce qu'elle n'a pas de prénom, mais quand même, il y a cet effacement de la personne aussi au regard des nobles qu'elle sert. Oui, alors effectivement, elle n'a pas de prénom parce que elle est entièrement définie par sa fonction et par son rôle dans la société. Et le fait que cette petite musique-là, ce petit rythme, vienne scander en fait ces multiples tâches, ça c'est clairement à la ligne de Joseph Pontus qui m'a influencée.
Lui, son personnage se retrouve pris dans une ligne de fabrication d'usine et il est soumis à la cadence infernale de l'usine et de ce que ça demande. Mais contrairement au personnage décrit par Joseph Pontus, qui est complètement déshumanisé par cette ligne dont il n'est qu'un petit maillon et qui va l'obséder en fait en le faisant travailler très dur pendant des heures et des heures, à faire toujours des mêmes gestes très répétitifs. J'ai pas voulu tout à fait la même chose pour ma petite bonne, qui, elle, a quand même dans sa charge mentale qui est énorme et qui est continue, un objectif de travail bien fait qu'elle va mener du début à la fin. Elle, contrairement à Joseph Pontus, qui est vraiment un petit morceau d'un maillon, elle peut accomplir les choses, même si c'est à son niveau minuscule, elle peut les accomplir dans un ordre qui est le sien, qu'elle établit et qu'elle maîtrise. Et en fait, c'est ça, je trouve, qui est différent et qui est intéressant dans son personnage. C'est que la petite bonne qui est tout en bas de l'échelle sociale, qui est la domestique la plus pauvre, la plus mal payée et la plus invisible, elle se sait indispensable. Première chose, si c'est pas elle le matin qui ouvre la porte, nettoie les cheminées et prépare le petit-déj, bah, la journée démarre pas en fait. Et deuxième chose, dans ce qu'elle fait, elle sait qu'elle est très bonne. Et ça la maintient digne, ça la maintient droite, ça la maintient en vie. Et elle n'est pas là pour être plainte ou elle n'est pas là pour qu'on s'apitoie sur son panier lourd et sur sa vie difficile. Elle est là pour qu'on reconnaisse son travail comme un travail bien fait. Et finalement, dans ce qu'elle fait, elle le maîtrise, elle devient maître. Là où la petite bonne, c'était pas prévu au départ. Voilà. Et du coup, en fait, c'est la vertu du travail telle qu'on nous l'enseigne en classe de terminale en philo, en fait, où moi j'ai retenu ça de mes études littéraires, c'est que un travail accompli avec fierté et avec plaisir, en fait, ça, quelle que soit la valeur sociale de ce travail, en tout cas, permet de faire un homme ou une femme. Très bien. Et puis cette petite bonne, elle va chez le couple des Daniel, Alexandrine et Blaise, qui n'ont pas d'enfants. Pour le coup, comment vous avez voulu dépeindre ce couple qui est quasiment en déliquescence, pour différentes raisons évidemment, puisque Blaise est une gueule cassée, forcément ça limite aussi quelque chose dans leur relation, clairement. Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit pour ce couple qui est si particulier, qui est à la fois pas du tout manichéen, là aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de ce couple-là qui sont à la fois du sensible et à la fois du pas forcément sensible. Qu'est-ce que vous avez voulu y mettre dans ce couple-là? Euh, alors moi, je les ai vus comme un couple bourgeois qui, sur le papier, avait tout pour que tout se passe très bien pour eux. L'argent, la maison, la stature sociale. Et que l'histoire est venue percuter, fracasser complètement quand lui s'est retrouvé victime de la Première Guerre mondiale. Alors, il faut savoir que j'ai vécu en Picardie et que j'ai visité beaucoup de musées, beaucoup de l'historial de Péronne beaucoup de fois avec mes élèves, avec mes enfants, avec toute seule, avec voilà. Cette histoire-là, elle me fascine depuis vraiment toujours, depuis vraiment longtemps. Et donc, placer un personnage comme ça qui a été percuté dans sa chair par la grande histoire, ça me donne l'occasion de parler d'un sujet qui me fascine et en faire un survivant presque malgré lui. Ça a été l'enjeu qui m'a intéressée pour le décrire. Mais bien évidemment, il n'aurait pas survécu si sa femme n'était pas restée avec lui. Et donc, il se retrouve lié de fait par le mariage, qui était un mariage d'amour, et sur le papier, tout aurait dû se passer très bien. Et en fait, leur vie continue à être liée, à être enchaînée, sans qu'il n'y ait plus toutes ces manifestations euh, de douceur, en fait, qui sont liées au couple quand il fonctionne normalement. Et en fait, c'est les conventions qui les tiennent ensemble. C'est, c'est le regard que la société peut avoir sur eux une fois qu'ils ont traversé ces épreuves. Et en fait, ça parle du couple qui dure malgré tout, et mal peut-être aussi. Et ça m'a intéressé d'aborder ce sujet-là. Alors effectivement, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas eu le temps d'en avoir.
Monsieur, il devient pour Alexandrine, qui décide de tout sacrifier pour s'occuper de lui. Il est son mari, son enfant. Euh, Elle est pour lui une mère, une épouse, une infirmière, une femme. Enfin, voilà, ils se suffisent à eux deux dans ce petit microcosme qu'ils ont créé et dans lequel ils sont un peu au point mort depuis 20 ans, en fait. Et c'est peut-être ça qui rapproche aussi cette petite bonne de Blaise, c'est que tous les deux sont considérés, alors en tout cas lui est considéré comme une sorte d'homme-objet, d'homme-enfant qu'on lave, qu'on nourrit, qu'on répare. Pour le coup, il y a ce côté extrêmement fragile des deux côtés. C'est peut-être ça qui les rapproche. Alors, je n'en dirai pas plus pour savoir si ça les rapproche. Il faut être très vigilant aussi, mais pour éviter de spoiler constamment. Mais il y a une véritable relation entre eux qui fait que la petite bonne finalement remplace Alexandrine pour différentes raisons, mais on a l'impression qu'il y a une véritable relation extrêmement forte en leur fort intérieur. En réalité, ce sont quasiment des négatifs l'un et l'autre. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez perçu et écrit comme ça, mais on a l'impression que dans une autre vie, ils se seraient très bien compris. Oui, je les ai voulus en opposition et en complétude, en fait. Ils ont les mêmes expériences, finalement, de la souffrance et de la mort, mais ils n'en font pas la même chose. Euh, et ça, je pense que c'est lié à leur rapport au corps, qui est complètement différent pour l'un et pour l'autre. Elle a évidemment une expérience traumatique du corps, mais elle choisit d'en faire une force, au sens où son corps étant son principal outil de travail, elle va tout mobiliser pour que, il devienne le plus performant possible. Et si jamais elle a une douleur, une souffrance, elle va mettre son mouchoir dessus et on n'en parle pas. Lui, son corps, il n'existe que par ce corps qui est souffrance. Il n'y a plus rien d'autre à côté. Euh, il faut savoir que les poilus de la Première Guerre mondiale, évidemment, ils sont rentrés traumatisés par ce qu'ils avaient vécu, ils sont rentrés abîmés, amochés. Bon, là, c'est vrai que Blaise, il a un peu tout le package. Mais pendant vraiment très longtemps, en fait, on n'a pas mis de mots sur ce qui leur arrivait. On appelait ça l'obusite quand ils avaient été tellement marqués par ce qu'ils ont vécu dans les tranchées qu'ils étaient traumatisés. Et puis, on traitait ça avec des électrochocs, en fait, hein. On ne savait pas quoi faire de ça. Le suivi psychologique qu'on peut imaginer nécessaire n'existait pas. Et Blaise, lui, dans son malheur, on va dire qu'il a eu des blessures visibles, et ce qui a permis des soins. Tous les soldats qui sont rentrés sans blessure visible ou alors avec des poumons abîmés, par exemple, par les gaz moutarde ou des choses comme ça, ils ont dû se refaire une place dans la société et ça a été très compliqué pour eux pour la plupart parce que d'une, le traumatisme psychologique et puis ils n'étaient plus vraiment en état de travailler et ça ne se voyait pas. Pour le coup, les gueules cassées ou les mutilés, les blessés comme Blaise, Cumul, tout ça, eux, ils ont eu un statut à part dans la société parce qu'on voyait sur eux les marques de la Première Guerre mondiale. Et au début, ils ont été accueillis comme des héros, et puis assez rapidement, on n'a plus voulu les voir, ces gens-là, parce qu'ils représentaient cette guerre que tout le monde voulait oublier. Les années 20, c'est les années folles, c'est les années où on ne veut plus s'occuper de ça, et ça n'arrivera plus, la der des der et tout ça. Et là, j'ai situé mon intrigue 20 ans après la Somme, et ça fait 20 ans que Blaise, il est enfermé chez lui, dans son mouroir où personne ne va le visiter et où il ne tient à voir personne parce que ces regards qui sont portés sur lui ne sont pas des regards réconfortants. Et même lui, ne supporte pas de se voir. Quand la petite bonne arrive à leur service, elle a une petite vingtaine d'années. Donc en fait, la Première Guerre mondiale, elle n'a pas connu, où elle était vraiment toute petite. Donc le regard qu'elle va porter sur Blaise va être un petit peu différent du regard de ses contemporains. Elle ne va pas le voir comme cette gueule cassée qui rappelle des mauvais souvenirs de la guerre. Elle va vraiment le voir comme un travail, une de ses tâches à accomplir. Et dans une de ses tâches, il va y avoir s'occuper du maître, faire en sorte qu'il soit bien, parce qu'elle fait son travail bien. Et en fait, le regard qu'elle va porter sur lui, il va tout changer. Et c'est ça qui va créer cette complicité, en fait, qu'on n'attendait pas parce qu'elle va vraiment le voir, le détailler et essayer d'adapter ses gestes et son attitude à elle pour faire le mieux possible le travail qu'on lui a confié, qui va être de s'occuper de cet homme. Comme elle est chargée de s'occuper de la maison ou de la cuisine, là, ce sera du maître. Le voir, mais surtout le toucher aussi.
C'est véritablement un acte différent, puisque Alexandrine ne le faisait pas forcément. Il y a le contact physique qui est extrêmement important aussi. Il y a une scène magnifique où justement, où c'est ce moment-là où il y a le premier contact qui déclenche beaucoup de choses en lui. Oui, alors en fait, comme ce sont des personnages qui ne parlent pas, elle n'a pas voix au chapitre, donc en fait, elle pense tout le temps et de façon du coup très libre, parce que comme on est dans sa tête, elle ne s'interdit rien, on sait tout ce qu'elle pense sans censure. Mais en tout cas, il n'y a rien qui sort de sa bouche. Et lui, quand il parle, on le comprend mal. Donc c'est pareil, le, le- la communication qui se fait traditionnellement entre les gens par la parole ne peut pas avoir lieu de cette façon-là entre eux. Et c'est pour ça qu'il a fallu que je trouve des stratagèmes pour que cette communication se fasse différemment. Je pense qu'on dirait aujourd'hui une communication non verbale, même si c'est pas en ces termes-là que moi je l'ai pensé. Mais effectivement, donc les regards, les contacts physiques, et puis à terme, et ça par contre j'y ai pensé d'emblée, la musique, qui va être le grand moyen de communiquer entre eux. Et là, ça va débloquer la parole une fois qu'ils ont réussi à passer tous ces stades-là de communication. Justement, la musique, clairement, alors ça a un impact fort parce qu'on la voit entendre une musique alors qu'elle n'est pas forcément dans la pièce. Il y a des moments extrêmement charnels, puissants, évocateurs sur ce qu'elle ressent à l'écoute de la musique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, étant donné que la musique est partout, ça paraît totalement anachronique et en même temps, à l'époque, on a l'impression que c'est une véritable déflagration aussi. Vous l'avez peut-être voulu aussi comme ça, Tout comme à fait. Mm. de symphonie qu'elle pourrait déclencher et qu'elle ait une sorte d'apparition finalement, une sorte d'apparition musicale. Tout à fait. Alors, ça fait partie de ma fascination pour cette époque-là. Il y a beaucoup de choses, nous, qui nous paraissent complètement ordinaires et normales et qui étaient des premières fois pour beaucoup de gens de l'époque. Enfin, vous connaissez tous la réaction des gens quand ils sont allés voir le premier film où il y a une locomotive qui rentre dans la gare de Saint-Lazare ou de Montparnasse, je ne sais plus, et où les gens sont tous partis en courant du cinéma parce qu'ils se sont dit qu'ils allaient se faire écraser. Et ben, en fait, moi, ces histoires-là, elles me fascinent. Je trouve ça fou d'avoir cette capacité d'émerveillement sur des choses qui, nous paraissent complètement ordinaires. Dans un autre de mes romans, j'avais décrit mon personnage qui habite à la campagne dans un tout petit village vraiment isolé et qui arrive à Paris et qui se retrouve avec une psyché devant elle et du coup elle se met toute nue pour voir son corps parce qu'elle l'a jamais vu son corps. Euh, les grands miroirs, ça n'existe pas là où elle est. Donc moi je trouve ça un peu fou d'imaginer des adultes qui se retrouvent confrontés à des choses qui nous paraissent d'une banalité absolue et qui pour eux sont des premières fois. Voilà. Et donc j'ai vraiment voulu prendre mon personnage d'une petite bonne très humble et donc forcément inculte vis-à-vis de la musique. À l'époque, la musique, pour la côtoyer, bah, il fallait soit être riche et pouvoir aller au concert, soit être musicien soi-même, soit avoir un gramophone. Et donc, c'est cette option-là que j'ai choisie pour la maison où travaille ma petite bonne. Et c'est pour ça que Blaise est un ancien pianiste, parce que d'emblée, je voulais qu'elle soit en contact avec cette musique qu'elle ne peut trouver ailleurs. Et donc, ça ne peut arriver que si elle est chez un musicien. Après, pour imaginer cette façon dont la musique vient la happer, vient la chercher, alors là, j'ai fait appel à une expérience personnelle. J'ai trois enfants hein, qui ont fait beaucoup de musique au Conservatoire du Havre. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à les attendre au conservatoire. Donc, je m'installais dans la cafétéria du conservatoire pour écrire. Et la salle qui jouxte la cafétéria, c'est une grande salle où répète un grand orchestre. Et dans les conservatoires, les salles sont très isolées, très bien colmatées, ce qui fait qu'on n'entend rien du tout des différents instruments qui sont en répétition dans les salles. Sauf que de temps en temps, il y a un élève qui sort pour aller aux toilettes. Et là, on entend la porte qui s'ouvre et on est happé par le grand orchestre qui est en train de jouer un morceau. Et j'ai des souvenirs de Symphonie du Nouveau Monde avec toutes les trompettes, avec tout ça, c'est un orchestre de cuivre, qui jaillissait comme ça par la porte entrebâillée, et puis le temps que ça se referme, hop, ça disparaissait. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Moi, je suis pas musicienne, hein, donc j'y connais rien. Mais par contre, je sais la sensation que ça provoquait en moi, l'émerveillement, et le bonheur aussi intense que ça pouvait éveiller. Et quand je me suis dit, je vais continuer mon personnage de petite bonne que j'avais décrite au début, c'est vraiment ça qui m'a guidée sur l'écriture. Je voulais qu'elle arrive.
à rencontrer la musique. D'une façon ou d'une autre, il fallait que ça se produise. Ça se produit très bien. Est-ce que vous vous mettez à la place des personnages parce qu'ils sont finalement, ils ont des choix à faire, alors pas forcément dans le roman, mais entre guillemets dans une phase précédente, je pense notamment à Alexandrine, pour continuer à s'occuper de ce mari-là. Est-ce que vous vous mettez à leur place? Est-ce que votre réflexion entre en ligne de mire ou au contraire, vous vous mettez totalement dans la peau des personnages et finalement tant pis si ce n'est pas votre manière de penser? Exactement. En fait, j'incarne tour à tour chacun des personnages. Et finalement, mon travail, ça va être de les placer face à des situations et d'imaginer quel serait leur choix à eux, sachant leur psychologie, en fait. Et effectivement, ça m'arrive très souvent que les choix des personnages ne soient pas du tout les miens. Et, et c'est un peu paradoxal d'ailleurs, parce qu'on se retrouve à être l'auteur de choses qu'on n'approuve pas, en fait, des décisions qui sont pas les bonnes, ou en tout cas qui sont pas celles qu'on choisirait, mais qui s'imposent de fait par le personnage. Et c'était assez agréable à faire, en fait, de pouvoir être plusieurs personnes, parce que dans la vraie vie, on n'est que ce qu'on est. Enfin, moi, je ne suis que ce que je suis, en tout cas. Et là, par le prisme de l'écriture, arriver à être tantôt la plus humble des humbles, mais qui a cette force de caractère qui la pousse en avant, et puis tantôt cet homme qui est ravagé de l'intérieur et qui n'a plus aucune raison de vouloir continuer, ou tantôt une bourgeoise rongée de culpabilité et pétrie de bonnes intentions. Voilà, et ben en fait, enfin, c'est super, c'est une chance formidable que j'ai de pouvoir jongler comme ça d'une personnalité à l'autre et de me mettre vraiment dans ses chaussons et de me dire, mais là, qu'est-ce qu'elle va faire? Et par exemple, c'est vrai que quand la petite bonne doit laver son maître, et c'est là où justement c'est pas du tout autobiographique, c'est vraiment un roman, c'est vraiment de l'imagination. J'ai jamais eu à laver d'autres personnes que des enfants, les miens en l'occurrence, et j'ai pas de personnes handicapées autour de moi ni qui a besoin d'aide particulière. Mais par contre, c'est vrai que c'est une question que je me suis souvent posée. Si moi je me retrouvais dans cette situation-là de la petite bonne, comment est-ce que je ferais pour laver quelqu'un? Et, et bon, le choix qu'elle fait, en fait, moi, il s'est imposé au moment où j'étais dans sa peau à elle. Mais il y a pas mal de gens qui sont venus me voir depuis pour me dire que c'est le choix que eux avaient fait aussi quand ils avaient eu à laver un parent ou un autre adulte. Très bien. Puis en effet, elle a un autre choix à faire dont on ne parlera pas forcément. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on a le droit d'en parler ou pas. Euh, Logiquement, non, hein, on n'en parle pas puisque dans la suite. Si les gens n'ont pas lu, il vaut mieux pas. Voilà, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Deux styles. On parlait tout à l'heure de la prose d'un côté pour décrire le couple bourgeois, de l'autre côté le vers libre qui correspond plutôt à la voix de cette petite bonne. Comment vous avez pensé cette structure finalement en dualité? Qu'est-ce que vous avez préféré écrire également? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que le cerveau d'une autrice doit se dédoubler aussi pour changer de style? Est-ce que vous êtes dans une continuité vers libre pendant 6 mois et une continuité prose pendant 6 autres mois? Comment vous arrivez à faire le distinguo? Puisque j'imagine que là aussi, on se projette clairement dans les personnages et qu'il doit y avoir une séparation. Mais peut-être que vous avez fait tout d'un coup et alors là, c'est plutôt miraculeux. Vous allez nous en parler. Euh, alors oui, ouais, j'ai imaginé mon personnage de Blaise comme un contrepoint de la petite bonne. Donc la façon de voir le monde et de s'exprimer forcément va être influencée par ce qu'ils sont, ces personnages. Et en termes d'écriture, effectivement, je les ai écrits en tressant les personnages dans l'ordre dans lequel vous lisez le livre. Donc je sautais d'un personnage à l'autre et du coup d'une façon de voir le monde à l'autre. Et alors oui, ça paraît peut-être beaucoup, mais en fait, dans mes romans précédents, j'avais écrit 3 tomes sur tout un village. Et c'était un roman choral, donc en fait, il y avait, je sais pas, 25 personnages qui parlaient chacun les uns après les autres pendant 3 ans. Donc là, moi, passer de tout ce village pendant 3 ans à 3 personnages pendant 2 jours, en fait, c'était plutôt reposant. Et après, ce que j'ai aimé écrire, moi, j'aime écrire, quelle que soit l'écriture. J'aime le challenge de devoir écrire quelque chose, d'utiliser les mots pour rendre des sensations de tout ce que ces différents corps que je vais incarner m'apportent. Après, essayer le vers libre, bah, ça m'a beaucoup amusé.
je suis assez bavarde, donc là, il fallait trouver en peu de mots une façon de rendre les choses les plus claires possibles, la plus efficace. Pas de propositions subordonnées et pas de compléments circonstanciels compliqués. Et en fait, c'est assez jouissif de voir s'assécher l'écriture pour ne garder que l'essence de ce qu'on veut dire. Euh, et en fait, j'ai beaucoup aimé dégraisser. Ouais, ça m'a beaucoup plu de faire ça. Est-ce que c'est une figure de style qui peut se perpétuer dans vos prochains romans, dans vos prochaines écritures? Est-ce que c'est un procédé peut-être pour faire apparaître un seul personnage, pas forcément sur une totalité, mais est-ce que ça vous a tellement plu que ça vous a donné aussi envie d'explorer le champ? Alors, c'est très tentant quand on a trouvé quelque chose qui fonctionne de le réutiliser. Après, moi, j'ai pas forcément envie de refaire La Petite Bonne ou de refaire la même chose dans un prochain roman parce que je trouve pas ça forcément intéressant d'appliquer une recette en fait. Voilà, ça ne me convient pas. Par contre, utiliser cette économie de mots, pas forcément sur du vers libre, parce qu'en fait, quand on lit La Petite Bonne, on pourrait imaginer aussi que ce vers libre, il se lit comme de la prose. Ce serait une prose un peu particulière qui n'a pas de ponctuation et qui a des répétitions et des formulations assez simples. Mais finalement, c'est une prose qui va être juste présentée un peu autrement dans la page. Mais en tout cas, utiliser cette sécheresse-là, le fait que ça claque, pour écrire d'autres personnages, oui, c'est sûr que ça va m'inspirer. Est-ce que justement c'est aussi une question de respiration? On a l'impression que cette petite bonne, elle est parfois à bout de souffle, elle est comment dire, elle est cloîtrée dans son personnage, cloîtrée dans sa fonction. Est-ce que le verlis permet aussi de respirer ou justement d'être finalement quasiment asséché? Est-ce que ça permet ça aussi? Oui, je pense que comme il n'y a pas de ponctuation et que les phrases sont très courtes et qu'on peut les enchaîner comme ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient lu en apnée en fait. Et que la prose, quand elle venait au milieu, elle faisait, elle leur permettait aux gens de souffler en fait. Donc, c'est vrai que en l'écrivant, je ne me suis pas forcément rendu compte de ça, mais clairement, à la lecture, ça provoque quelque chose de différent, cette utilisation du vers libre. Et ça renforce le personnage que moi, j'ai imaginé avec cette scansion-là, mais de façon intuitive, on va dire. J'entendais Marianne Day qui disait qu'il faut jamais, surtout jamais avoir d'intention quand on écrit parce que ça gâche l'effet. Et je pense que c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, je l'ai senti comme ça, je l'ai écrite sans rien m'interdire. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Parce qu'en fait, il y a il y a une évidence. Voilà. Il y a une évidence qui s'est imposée. Oui, parce qu'il n'y a il y a pas de majuscule non plus, il n'y a pas de guillemets. Il y a quand même une absence stylistique, pas de stylistique, mais en typographique, on va dire, qui est forte, qui permet aussi d'avoir une nouvelle voix pour cette petite bonne. Oui, je voyais quelqu'un qui commentait sur le livre audio. Donc c'est vrai que le livre audio, il est lu par une comédienne de la Comédie Française. Et elle a vraiment réussi, je trouve, à rendre ce vers libre presque audible. Enfin, moi, c'est l'effet que ça m'a fait quand je l'ai écouté. Après, les gens qui l'ont écouté sans savoir que c'était du vers libre, ils l'ont peut-être pas décelé du coup. Mais quand on sait que c'est du vers libre, on le reconnaît. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez écouté en vers libre, ce que vous en avez pensé. Aurélie, tu peux intervenir hein, si c'est le cas. Pas décelé, voilà. Pas décelé. Mais vous saviez que c'était écrit en vers libre au départ? Ah, voilà. Elle est impressionnante. Elle répond en live, c'est impressionnant. Anne, c'est à toi. Bonsoir, j'ai Bonsoir. beaucoup de voix, excusez-moi. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé votre texte. Vous venez en partie de répondre à ma question parce que moi, je trouvais que c'était un grand roman sur la culpabilité et très moderne de ce point de vue-là parce que tous ces personnages se sentent, pour des raisons différentes, coupables. Et ma question, c'était de savoir si vous aviez envie ou pas, mais vous disiez que vous n'aviez pas l'intention de le faire, donc peut-être vous avez déjà répondu. Si vous aviez vraiment envie de jouer avec nos nerfs ici, il est écrit que c'est un suspense extraordinaire.
selon Augustin Trapenard, je suis assez d'accord. Et en plus, moi, j'ai beaucoup aimé la parole de la petite bonne côté droit de la page, parce que cette partie-là, je les ai lues, et au bout d'un moment, je les ai toutes relues, parce que, Tout le monde fait ça. oui, je pense que j'avais besoin de Mm. bien comprendre. Mais est-ce que vous aviez envie, en dehors de ce roman sur justement la culpabilité, les échanges, finalement l'opposition entre cette femme en mouvement, cet homme immobile, ce qu'ils peuvent s'apporter, qui a le plus besoin que l'autre, tous ces sujets-là Mm. qui sont très importants, est-ce que vous aviez aussi envie d'en faire un, un livre qui tient complètement en haleine le lecteur, mais jusqu'à, pas l'énervement, Jusqu'au dernier mais mot. ouais, c'est ça. Euh, oui, alors moi, je lis beaucoup. Et en fait, quand j'écris, en fait, je crois que j'ai envie d'écrire ce que j'aurais envie de lire. Donc, euh, quand j'aime un livre, en fait, c'est parce que ce livre, il va me surprendre. Il va m'amener là où je m'attendais pas à aller. Euh, enfin, quand je dis livre, mais en fait, ça peut être un film aussi. On a tous en tête des films où on est complètement cueilli par la fin et on se dit, ah mince, mais il faut que je revoie le film depuis le début parce que c'est dingue, j'ai rien vu, quoi. Euh, ou des films aussi, on sait, là c'est le cas en fait, dès le début on sait que ça finit mal. Euh, et en même temps, ces films-là, comme je sais pas, le Titanic par exemple, on sait que le bateau il finit cassé en deux, enfin je veux dire, on connaît l'histoire, et en même temps quand on regarde le film, pendant tout le film on se dit mais non, ça va pas arriver, ça va pas se passer, ils vont trouver une autre façon, ces Américains ils sont tellement forts, ils vont changer l'histoire. Et ben ça moi j'aime. J'aime le principe de, on se laisse embarquer par l'auteur qui nous amène quelque part, là où il a envie, et en même temps, on se fait avoir, on se fait surprendre, et on croit qu'on sait, on croit qu'on a compris, on pense que c'est... Il est pas mort. Voilà, on croit qu'on a compris, et en fait, pas du tout. Et ça, moi, en tant que lectrice ou spectatrice, c'est ce qui m'intéresse. Donc, je pense que j'essaye aussi de faire ça quand j'écris. Voilà. Donc oui, je voulais emmener mon lecteur loin. Après, ça ne veut pas dire que quand j'ai écrit, je savais comment ça allait finir. Quand j'ai écrit la dernière page, le dernier mot, là, j'ai su que j'avais fini. Mais jusqu'à l'écrire, je ne savais pas. Voilà. Donc après, savoir d'où ça vient, Le ça, je ne mystère. saurais pas vous dire. Ce que j'ai trouvé vraiment génial au-delà du livre, c'est que le livre, il est plutôt exigeant, mine de rien. Et vu le succès qu'il a, c'est quand même un très bon signe pour la littérature contemporaine. J'ai été très surpris de voir à quel point il s'est vendu extrêmement bien, alors qu'il paraît exigeant, à une époque justement où on considère quand même qu'il y a beaucoup de lectures feel-good, de lectures faciles et autres. Là, pour le coup, on est loin de cela. Et pour le coup, Ça l'exigence marche. même du lecteur, ça marche quand même. C'est quand Mais oui. même, je trouve que c'est un petit miracle aussi. C'est peut-être une exception hein, dans le paysage contemporain, mais on avait vu aussi M. Bougarsar qui avait reçu le Goncourt, qui était plutôt aussi là aussi exigeant. Bref, il y a quand même de l'espoir en fait. Alors, tout à fait. Et moi, ça, c'est un truc dont je suis persuadée, il faut faire confiance au lecteur. Le lecteur est intelligent. Et moi, je suis... Bon, c'est pas trop mon truc, la littérature feel good. Alors, je peux en lire comme ça, comme tout le monde, sur la plage, en se disant, on va pas trop se prendre la tête, on va avoir un livre qui va se dérouler assez facilement, on arrive au bout, on est content de l'avoir lu, on le referme et on s'en souvient plus. Moi, les livres dont je me souviens, c'est des livres pour lesquels j'étais tellement intriguée que je comprenais pas forcément ce qui se passait, mais l'auteur mettait ici et là des petits indices, et quand on arrive au bout du livre, on se dit, ah, ça y est, j'ai compris. Un petit peu, alors pourtant je lis pas du tout de polar, hein, je suis pas du tout roman policier, mais si vous voulez, c'est un espèce de polar littéraire, au sens où les choses vont se mettre en place progressivement, et le lecteur attentif va attraper ces indices pour réussir à arriver à la résolution. Moi, je suis enseignante. J'ai des CM1, CM2. Et à force de faire des rencontres avec les gens, je me suis rendu compte que peut-être mon travail, je suis enseignante depuis 25 ans, a influencé aussi ça. C'est-à-dire que moi, mon boulot, c'est d'apprendre aux élèves à lire, non pas à déchiffrer, mais à lire au sens de devenir lecteur, dans une position où ils vont être acteurs de leur lecture.
Lire, c'est pas juste lire des suites de mots et comprendre de quoi ça parle. C'est aussi comprendre toutes les références qui sont cachées derrière un texte, toutes les inférences, tous les non-dits, être capable d'aller vers l'implicite et puis de l'expliciter avec leurs mots à eux. En fait, c'est ça, lire. Et moi, je suis persuadée que les lecteurs, ils ont tout à fait les compétences pour être capables de faire ce chemin-là, puisque normalement, on travaille dessus depuis l'école primaire, et puis après, c'est ça qu'on demande au collège, au lycée, une lecture qui va être participative. Et ces livres-là, dans lesquels on a participé, ben, on s'en rappelle. Alors, moi, il y a peut-être 10 livres que je peux citer, qui sont mes 10 livres favoris. Et c'est tous des livres qui sont construits, à mon avis, comme ça, sur lesquels on a dû travailler, quoi. On n'a pas tout compris tout de suite, mais par contre, une fois qu'on a compris, mais qu'est-ce qu'on était satisfait et content. Et voilà, ces livres, on s'en souvient. Et je pense qu'en fait, c'est peut-être ça aussi qui fonctionne dans La Petite Bonne, c'est-à-dire que les libraires qui l'ont porté d'une façon extraordinaire le confient à leurs lecteurs en leur disant, on vous fait confiance. Vous allez passer, outre le fait qu'au début c'est un peu bizarre cette écriture en vers libre, ne vous arrêtez pas à ça. Vous allez rentrer dans ce petit tic-tac, dans ce petit tourbillon, et puis à la fin, quand vous le refermerez, bah, vous serez content d'être arrivé au bout. Voilà. Et même si on n'a pas compris, c'est pas le plus important, finalement. Je trouve que c'est pas forcément comment dire, quelque chose de mathématique. J'ai l'impression que la littérature, c'est au-delà de ça. Donc, C'est de l'émotion aussi. voilà. Mm. Oui. J'aimerais qu'on parle finalement de ce huis clos, de cette volonté d'enfermer aussi cette intrigue quasiment en 48 heures, je crois, peut-être ouais, à peu près 48 heures, je pense. C'est extrêmement prenant là aussi parce qu'on a l'impression qu'on ne sort pas de cette sphère, mais en même temps, on y sort un petit peu à travers la femme de Blaise qui s'en va de cette maison, qui découvre aussi certains secrets, qui est aussi elle aussi déçue peut-être. Qu'est-ce que ça vous permettait de mettre en avant cette temporalité extrêmement resserrée et en même temps aussi d'enfermer vos personnages? Ils sont déjà enfermés dans leurs conditions, vous les enfermez aussi dans le roman. Alors, ils sont enfermés dans leurs conditions, mais au sein de cette maison, ils vont pouvoir se libérer de plein de choses. Alors, en fait, la structure de mon roman qui s'est imposée aussi d'elle-même, c'est celle d'une tragédie antique. C'est-à-dire que une tragédie antique, il y a une unité de lieu, une unité de temps et une unité de personnage. Et on se retrouve vraiment dans cette configuration-là. Je vous disais, mes romans précédents, c'était un village euh, pendant 3 ans avec tous les personnages du village. Et là, le huis clos permet de resserrer les choses et du coup d'exacerber aussi les émotions. Exactement comme quand on va voir une pièce de théâtre, on a 2 heures devant nous et on sait que au début de la pièce, il y a une situation initiale et que si c'est une tragédie, ça va mal se terminer et qu'en 2 heures, en gros, les personnages qui sont sur scène vont mourir. On le sait en y allant, on y va quand même, on s'attache quand même au personnage et on sait que ça finit mal, mais on est là jusqu'au bout. Et en très peu de temps, dans une pièce de théâtre, euh, le fait que ce soit cette unité de lieu va faire des rendus émotionnels tellement intenses que nos personnages vont complètement changer de visage entre le début et la fin de la pièce. Et ben, c'est vraiment ce qui se passe aussi là dans la grande maison, dans ce huis clos où la situation initiale, c'est la petite bonne qui va dans toutes les maisons et qui est embauchée chez les Daniel. Et puis le fait que pendant ces 2 jours, Madame soit éloignée de la maison et ça modifie les équilibres de ce qui se passe d'habituellement dans cette maison. Et en 2 jours, tout bascule. Parce que on se retrouve face à une situation théâtrale quasiment. Et effectivement, c'est un faux huis clos dans la mesure où on suit aussi ce qui arrive à Alexandrine de son côté. Mais comme j'ai écrit toutes les scènes dans l'ordre dans lequel vous les lisez, euh, j'ai fait en sorte que tout ce qui arrive à Alexandrine dans la partie de chasse où elle est invitée, il y ait comme un espèce de fil invisible qui relie ses émotions à ce qui se passe dans la maison. Ce qui fait qu'elle n'y est pas, mais elle y est quand même. Elle est en creux, quoi. Elle est en absence dans ce qui se passe. Et ses choix à elle, là-bas, sont un écho des choix des autres personnages qui sont restés dans la maison. Exactement. Alors, est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire un premier extrait, Oui, Bérénice? C'est à vous. alors j'avais choisi le moment où elle arrive chez les Daniel et où elle décrit un petit peu
Comment ça se passe? Alors, elle arrive enfin chez les Daniel. Ici, aucun risque. Monsieur est en fauteuil roulant. Un estropié, un mutilé de guerre, une gueule cassée. Des décorations plein la poitrine. Ses jambes de pantalon flottent au-dessus du sol depuis 20 ans. Il ne lui parle jamais, pas directement, seulement à sa femme. Elle seule le comprend. Elle traduit pour elle. Il reste dans le salon, transformé en chambre d'impotent. Posté à sa fenêtre, il regarde dehors les gens passer. Eux, ils marchent, ils cheminent, pressés ou pas, emmitouflés. Ils traînent derrière eux leurs chiens, leurs enfants. Ils ont les bras chargés de leurs achats. Parfois, un enfant tombe, sa mère le relève, le console, le prend dans ses bras. Eux n'en ont pas eu d'enfant. Elle se demande si c'est à cause de ça. Elle suppose. Ici, personne ne raconte rien. Pas de cuisinière, pas de cocher, seulement elle, la boniche qui fait tout. La bonne à tout faire, le ménage, les repas, chaud le midi, froid pour le soir. Madame s'occupe elle-même du café le matin. Ça l'arrange bien pour les horaires. Comme ça, elle arrive plus tard. Monsieur mange peu, c'est difficile. Ils ne reçoivent jamais. La maison sent la tristesse, même si madame est gentille et pas tellement vieille. De toute façon, trop jeune pour s'enterrer vivante auprès d'un demi-homme. Elle y pense à chaque fois qu'elle entre ici. Merci Bérénice. Voilà. On va prendre une petite photo de groupe comme on a l'habitude. Voilà, je vois que tout le monde sait faire. Si vous avez le livre, c'est le moment. Je le fais aussi, je Eh monte oui, le bien bout. sûr. 3, 2, 1. Et c'est bon, parfait, merci. Tout à l'heure, vous aviez parlé, Bérénice, des 10 livres potentiellement qui vous avez fait en tant qu'autrice. C'est une question que je pose à chaque auteur qui passe ici. C'est celle de dénicher un livre d'un auteur méconnu, d'un auteur que vous aimeriez, ou une autrice que vous aimeriez remettre au goût du jour, qui n'est pas forcément très vendu, mais justement, c'est pour ça qu'on les aime aussi, ces oubliés, puisque vous parlez des oubliés, finalement, vous parlez des gens qui n'ont pas la parole, eh bien, c'est le moment. Bérénice, qui avez-vous choisi ce soir? Alors, je ne sais pas si c'est une autrice qui n'est pas très vendue, mais c'est vrai que souvent quand je parle d'elle en rencontre, il y a peu de gens qui l'ont lu et c'est vraiment dommage. Il s'agit de Anne-Marie Gara. Connaissez-vous Anne-Marie Gara? Il est Elle décédé a il n'y a pas si publié chez longtemps que ça. Actes Sud. Elle est décédée il n'y a pas très longtemps et c'est une autrice formidable qui, à mon avis, n'est pas assez lue, même si elle a une très grande carrière. Et notamment, elle a fait une trilogie qui m'a vraiment marquée et inspirée, qui commence avant la Première Guerre mondiale et qui se termine dans les années 80, je pense, et qui suit une famille comme ça sur 3 générations. Et donc chaque livre va parler d'une des générations. Et, euh, et on peut imaginer le siècle de Ken Follett, mais sauf que là, l'écriture est extraordinaire, d'une poésie folle. Elle évolue au fil des générations aussi. Chacun des personnages, l'écriture va s'adapter à ce qu'il vit. Et alors, je peux citer, ça s'appelle Dans la main du diable, le tome 1, L'enfant des ténèbres, le tome 2, et Pense à demain, le tome 3. Alors, j'ai prêté les deux premiers, mais moi, j'ai encore Pense à demain, là, devant moi. Une autrice Voilà. Donc, vous voyez, c'est exigeante des aussi. gros pavés, et en fait, c'est écrit tout petit à l'intérieur, et c'est des gens qu'on n'a pas envie de quitter. Et sur 3 tomes comme ça, c'est assez fabuleux. Voilà. Bon, après, c'est pas une petite autrice inconnue, hein, elle est vraiment quand même très importante. Mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas si lue que ça. Oui. Et même sur les livres qu'elle a publiés, ils n'ont pas forcément été très appréciés non plus, ce qui est surprenant. Bah, Mais sur Babelio, je suis allée voir, il y a presque pas de commentaires, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Alors que c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et une autrice exigeante là aussi. Ah bah, c'est très exigeant comme lecture et il faut pas s'arrêter justement au début du premier tome qui est très descriptif et un peu long. En même temps, moi j'adore les descriptions, mais les personnages qu'elle décrit là, ces sœurs qui vivent dans un petit appartement dans les années 1910 au début, mais c'est dingue quoi. Enfin, moi
J'ai adoré lire ça. Voilà. Et j'envie ceux qui ne l'ont pas encore lu. Parfait. Très bon choix. Pour le coup, vous parliez aussi, tout à l'heure, on parlait des soldats de la Première Guerre mondiale, pardon. Mais vous mettez aussi en avant une différence entre ceux qui ont été, entre guillemets, glorifiés et ceux qui sont totalement oubliés, totalement, entre guillemets, qui y sont allés, qui sont pas forcément décédés, mais en tout cas qui y sont allés, mais qui ne sont pas revenus en héros. Et je trouve que Blaise, il est un petit peu dans cette situation-là. Il est l'oublié aussi à travers tous ces soldats. Qu'est-ce que vous vouliez justement mettre en perspective par rapport à ces anonymes? Là aussi, une question d'anonymisation, comme la petite bonne, c'est ce qui les rapproche aussi à travers d'autres égards, mais c'est aussi ça. Est-ce que ça vous fascine aussi ces soldats qu'on oublie? Malheureusement, pour le coup, mais peut-être qu'on ne peut pas glorifier tout le monde. Mais ça fait partie, en tout cas, de ce cheminement-là, de faire parler ceux qui n'ont pas eu aussi la parole. Oui, moi, ça me plaît beaucoup, en fait, à chaque fois les personnages taiseux, en fait. Moi, je suis hyper bavarde et je comprends pas les gens qui répondent par monosyllabe et qui passent toute une vie à parler de choses minuscules, comme s'ils avaient un nombre de mots à utiliser et qu'il fallait pas trop en utiliser. Et quand j'ai écrit ma trilogie précédente, qui se passe donc à Saint-Véran, la plus haute commune d'Europe, je l'ai située entre 1919 et 1922. Et c'est parce que je suis fascinée par ce village qui est rempli de gens comme ça, très taiseux, très... qui auraient plein de choses à raconter certainement, mais en fait, on parle de rien. Et là-bas, même la météo, c'est un sujet tabou, tellement il fait mauvais. L'hiver dure 8 mois, donc... et je brûle, moi, de... J'imagine que comme tout le monde, ces gens, ils ont plein de pensées et plein d'envies et plein de... Mais en fait, rien ne sort, quoi. Rien... Ils mettent un mouchoir sur tout et quand ils expriment une très grande joie, ça va être c'est pas mal. Voilà. Et ben moi, je trouve ça, pour une romancière, je trouve que c'est un pont d'or qu'on nous fait, en fait, de pouvoir parler de ces gens qui ne parlent pas. Euh, il y a tellement de choses à... Mais voilà, tout le monde en voit, tout le monde en imagine des gens comme ça. Voilà, moi ça me fascine, ça m'intéresse. Et c'est vrai que pour ça, une gueule cassée, j'ai pas trouvé, moi, de récit, par exemple, fait par des gens qui ont été des gueules cassées et qui auraient raconté leur expérience. Évidemment, on a tous en tête Pierre Lemaître ou Marc Duguin parce que leurs personnages de gueule cassée sont passés à la postérité avec l'écriture, mais c'est des gueules cassées qui étaient juste après la Première Guerre mondiale. Des gueules cassées, il y en a eu qui sont restés en vie, oui, ou le soldat désaccordé, mais c'est pas une gueule cassée. C'est un ancien poilu. Ben, il a une main arrachée, mais c'est un ancien poilu. Euh, mais voilà, en fait, ces gens-là, on leur demandait surtout de se taire, de surtout pas raconter ce qu'ils avaient vécu. Quand le grand-père de mon mari s'est retrouvé veuf et en maison de retraite, on allait le voir. Et quand il a plu sa femme, il s'est mis un peu à nous, à nous raconter ce qu'il a vécu lui pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on lui a dit, mais pourquoi vous ne nous l'avez jamais raconté avant, en fait? Il dit, oh, bah, ça intéressait personne, ma guerre. Et bah si, justement, ça nous intéresse, on aimerait savoir, on aimerait connaître, on voudrait comprendre ce qui a été traversé. Enfin, moi, ça me fascine aussi parce que j'aime l'histoire, parce que j'aime comprendre le fonctionnement des gens. Et quand nous, on a la chance de ne pas avoir vécu de guerre, mais côtoyer des gens qui en ont vécu et qui n'en parlent pas, moi, ça me paraît un peu fou. Voilà. Et bon, bah, c'était l'occasion de donner la parole à ces gens-là et en tout cas à ce que moi j'imaginais de ce qu'ils avaient à raconter. C'était peut-être une question de pudeur. J'ai l'impression qu'à l'époque, tout le monde était très, très pudique, contrairement à aujourd'hui où on est peut-être, on l'est beaucoup moins, notamment avec les réseaux sociaux. Oui, oui, alors peut-être que ça se faisait pas de mettre des mots sur ces états d'âme, probablement, probablement. Après, il y a quand même des tas d'auteurs qui parlent très bien de plein de choses, hein. Si on lit Colette, c'est hyper riche psychologiquement tout ce qu'elle raconte. Enfin, voilà, il y a quand même des auteurs qui savent mettre des mots. Et puis après, il y a eu quand même tout ce courant naturaliste où Zola, il est allé chercher quand même ce que vivaient les petites gens, donner aussi à voir ces paysages-là qu'on racontait pas. Il y a eu aussi tout un tas de peintres qui se sont intéressés à peindre ces gens qu'on n'avait pas envie de représenter, hein. Si on regarde Caillebotte, si on regarde Courbet, si on regarde tous ces gens-là, ils peignaient les ouvriers, ils peignaient les gens qu'on n'avait pas envie de voir. Donc
Voilà, moi j'ai envie de... C'est ces personnages-là qui m'intéressent, clairement. Très bien. Tout à l'heure, vous parliez justement de vos premiers romans, les trois premiers qui étaient publiés aux éditions du Queyras, Les Premières Fleurs et Étant donné le vent contraire. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils soient, avec le succès de La Petite Bonne, potentiellement édités aux Avril ou pas du tout, pour le coup? Et il y avait une question de Joël par rapport à cela, sur la rencontre avec vos éditrices, Lola Nicole et Sandrine Thévenet. Comment a été finalement publié ce livre-là? Comment elles vous ont rencontré? Quel a été le premier manuscrit qui a été pensé? Et la deuxième question, c'est d'autres projets de livres, mais ça, on y reviendra peut-être à la fin. Oui, j'ai eu la chance de publier trois premiers romans aux éditions du Kéra. Donc, c'est une minuscule maison d'édition dans le Kéra. Et, euh, et en fait, ça a été publié chez eux parce que mon histoire se passe à Saint-Véran, qui est dans le Kéra. Donc, j'ai trouvé les bonnes personnes pour publier ces textes parce que eux, ils ont vécu à Saint-Véran 30 ans et ils connaissent par cœur la ville, ils connaissent par cœur les habitants, ils connaissent très bien l'histoire locale. Et quand ils ont lu mes romans, ils se sont dit, bah ça va nous intéresser pour les publier. Après, c'est une publication qui est régionale, locale, qui n'a pas de distribution nationale. Donc, si vous voulez les lire, il faut les commander auprès de vos libraires qui risquent de vous dire non, non, ils sont épuisés parce que eux, faire venir ces livres-là, en fait, ça va pas leur faire gagner d'argent. C'est pas des distributions avec des circuits classiques de distribution. C'est la poste, donc ça va coûter cher. Les éditeurs payent la moitié de l'envoi et les libraires payent l'autre moitié, donc personne ne gagne d'argent à cette histoire-là. Mais euh, après, c'est une trilogie historique. Alors, il n'y a pas de vers libre, c'est une écriture beaucoup plus classique. Mais finalement, les thèmes sont tout à fait similaires. C'est les conséquences intimes de la Première Guerre mondiale dans un village de haute montagne qui n'a pas eu de route d'accès avant les années 50. Donc, il faut imaginer que jusqu'aux années 50, ils étaient en autarcie là-haut. C'est la plus haute commune d'Europe avec 8 mois d'hiver coupés du monde complètement. Et après la Première Guerre mondiale, avec des hommes en moins ou des hommes abîmés. Voilà. Donc, comment, quand on est une femme seule dans ce village, comment on survit? C'était tout l'enjeu de mes romans. Voilà. Et c'est des personnages que j'aime beaucoup et qui m'ont vraiment habité pendant plusieurs années. Quand j'ai fini d'écrire ces trois romans et qu'ils ont été publiés, c'est là que je me suis attaquée à La Petite Bonne. Et mes premiers lecteurs, ça a été mes éditeurs du Kéra. Et quand ils ont lu La Petite Bonne, qu'ils ont beaucoup aimé, ils m'ont dit elle mérite mieux que nous. Donc, ils m'ont incité à l'envoyer dans une maison d'édition parisienne. Et là, j'ai envoyé aux Avril, c'est tout. Parce que j'ai une de mes amies qui avait publié aux Avril, Isabelle Rodriguez, Les orphelines du Mont-Luciol. Et j'ai envoyé un mail en leur disant, voilà, je vous envoie mon texte parce que Isabelle est publiée chez vous. Voilà, ça parle d'une petite bonne dans les années 30. Et en fait, elles ont lu et elles m'ont rappelé 3 jours après. Et c'était hyper rapide. Elles ont tout de suite dit oui, on le veut. Et après, bah, je leur ai envoyé le texte que vous lisez, hein, à peu de choses près. Voilà. Il y a eu un peu de resserrage sur la prose parce que l'idée, c'était vraiment qu'on alterne de façon très brève entre la prose et le vers libre pour pas qu'il y ait qu'on n'ait pas le temps de s'installer en fait dans un des personnages. On passe tout le temps d'un personnage à l'autre pour que ce soit très rapide, pour contribuer au suspense. Et puis, donc du coup, on a enlevé au revoir, à la semaine prochaine. On a enlevé deux petites scènes qui se passaient à la campagne pour Alexandrine, parce qu'elle rallongeait un peu la sauce sur la campagne et du coup on s'éloignait de la maison. Mais sinon, c'est vraiment tel que je l'ai envoyé, avec la partie à gauche, la partie à droite et les parties en prose. Voilà. Très bien, très belle histoire. Pour le Oui, coup. oui, oui. Et puis l'histoire, elle est d'autant plus belle que derrière l'accueil, une fois que le livre a été publié aux Avril, l'accueil par les libraires, par les bibliothécaires et par le public, il est fou. Est-ce que ça vous inquiète, entre guillemets, de l'attente du prochain roman? Comment ça vous place finalement? C'est un succès qui est monumental, surtout aujourd'hui, une époque où c'est quand même très difficile de vendre beaucoup de livres. Est-ce que c'est quelque chose qui vous angoisse ou au contraire, vous essayez simplement de profiter maintenant et puis advienne que pourra?
pour le prochain? Un peu les deux. En fait, moi, je suis tout le temps hyper contente de tout ce qui arrive autour de ce livre parce que j'avais pas spécialement d'attente. En fait, moi, je veux écrire depuis que je suis toute petite, mais entre publier un livre et puis qu'ils connaissent le succès, ça n'a rien à voir. Moi, je voulais publier un livre. Donc après, qu'il ait autant de succès, c'est extraordinaire. C'est la cerise sur le gâteau. Je profite de chaque instant parce que je me dis qu'effectivement, peut-être que ça ne se reproduira pas avec un autre livre. On ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Euh, Après, je vous disais, j'ai pas envie d'appliquer une recette et de refaire une petite bonne bise parce que ça a marché, ça m'intéresse pas ça. J'ai vraiment envie, moi, d'éprouver du plaisir à écrire des personnages, à créer des situations, à surprendre le lecteur, toujours. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis dans l'écriture du prochain, bah, il avance bien, quoi. Je suis à 200 pages. Euh, et en même temps, si ça va pas, eh ben, je peux le recommencer à zéro. C'est déjà arrivé en fait. J'avais écrit 290 pages et j'ai tout recommencé parce que ça me plaisait pas. Donc voilà, j'ai pas de pression de la part des Avril. Le contrat est signé, mais elles m'ont dit on publiera seulement quand tu seras fier de toi. Donc il y a pas de, il faut le finir pour le mois prochain. Et j'espère que ce sera à nouveau une belle aventure, très différente forcément, parce que je ne vais pas reprendre les mêmes ressorts. Ça ne m'intéresse pas de refaire un livre sur la culpabilité en vers libre. Et sur Avec, la période quand même. Vous allez rester Alors, sur la période ou pas? oui, oui, bah, évidemment, puisque j'écris toujours sur cette période. Donc après, je peux vous en parler un peu de ce prochain livre, de ce qu'il va raconter et de la période. Il va se passer en 1943 et il va traiter du marché noir. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux que sur La Petite Bonne. Mais en 1943, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que le marché noir a changé complètement de perception. Jusqu'en 1943, le marché noir, c'était une histoire de mercantiles, de salauds qui faisaient leur beurre et leur crème sur le dos des pauvres gens qui n'avaient rien à manger. Et à partir de 1943, Vichy est vraiment entré clairement dans la collaboration et a donné carte blanche aux Allemands pour se servir sur la production industrielle française. Donc les Allemands ont fermé leur marché clandestin et ils se sont mis à combattre le marché noir très fort parce que autant avant, ça leur permettait d'avoir des produits de façon directe. Autant le marché noir, s'il continue à exister après 43, ça leur enlève directement des choses. Et donc, le marché noir, évidemment, a continué d'exister. Les gens crevaient de faim à Paris. Ça se passe à Paris, mon histoire. Euh, mais la perception des choses est devenue différente dans la mesure où, quand on prenait quelque chose, on le prenait aux Allemands, quelque part. Et la résistance s'est emparée de ce phénomène-là notamment pour conquérir les campagnes, parce que les campagnes à l'époque, elles étaient plutôt vichistes en fait, puisque le discours de Vichy allait dans le sens de les paysans d'abord, voilà, la paysannerie française. Et, euh, et en fait, moi, ça m'a fasciné de découvrir ça, que on pouvait être pendant plusieurs années un salaud, et puis d'un seul coup, on devenait un héros. Comment est-ce que des personnages qui sont eux au cœur de l'action, qui connaissent pas la fin de l'histoire, qui savent pas qui gagne la guerre, perçoivent ça, vivent ça. Voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était très romanesque. Eh bien, très bien. On a hâte alors, sans pression, mais on a hâte quand même de découvrir cet autre roman. Ce que j'aimerais vous poser aussi comme question, c'est que cette petite bonne, elle a aussi un rêve d'acheter une bicyclette. J'ai trouvé ça très beau dans le sens où c'est à la fois très simple et en même temps puissant aussi pour elle. Alors elle détaille sa couleur, ses accessoires, elle est quand même extrêmement précise dans ses envies. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intime en vous sur cette bicyclette? Est-ce qu'il y a un souvenir particulier par rapport à ça? Et qu'est-ce que ça signifie concrètement? Est-ce que c'est un symbole de liberté? Est-ce que c'est une question de modernité? Est-ce que c'est tout simplement un désir d'évasion, un désir de partir très loin? Qu'est-ce qui se cache derrière cette bicyclette? Alors, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait. C'est un tout petit désir. C'est quelque chose comme un rêve d'enfant. Vous savez, quand on demande à un petit garçon de 5 ans qu'est-ce qu'il veut, il va vouloir un vélo. Enfin, en tout cas, mes enfants, ils voulaient des vélos. Et ben, elle va avoir ce tout petit désir-là parce qu'elle sait qu'elle est tellement en bas de l'échelle sociale que de toute façon, elle va pas pouvoir se permettre d'avoir des désirs plus complexes que celui-ci. Elle peut pas dire je vais prendre un bateau et m'enfuir en Amérique, je vais aller sur la Lune, je vais. Non, déjà, on est au bout du summum de ce qu'elle peut imaginer avec un vélo. Voilà. Donc oui, c'est une espèce de rêve d'enfant
et en même temps hyper raisonnable parce qu'elle sait qu'elle peut pas rêver plus loin. Et puis d'ailleurs, il y a un personnage dont on n'a pas parlé, c'est son homme, qui est aussi à côté d'elle. Alors à côté d'elle, non, pas véritablement, mais en tout cas, il est dans sa tête, dans son esprit régulièrement. Comment vous le qualifierez, ce personnage qui est à la fois secondaire, mais en même temps qui est tellement présent, qui est juste en filigrane de son état d'esprit. Il est particulier ce personnage finalement parce on l'aime moyennement, clairement, et en même temps, il est aussi là pour quasiment l'épauler. Sa présence, elle influe clairement ses aspirations et quasiment son quotidien. Qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant aussi avec ce personnage-là qui est dans l'ombre, mais en même temps qui a aussi beaucoup de De- présence? Il a surtout beaucoup de certitudes. En fait, mon personnage de Blaise représente un homme qui n'a, en termes de masculinité, c'est un mot qu'on utilise beaucoup maintenant, ben, en fait, il n'a plus rien, à part son statut de bourgeois qui lui permet de donner des ordres. Mais même ça, en fait, ça donne pas grand-chose parce que la petite bonne peut décider de ne pas lui obéir. Cet homme-là, qui est son homme, pareil, il n'a pas de prénom, et elle en parle toujours comme de son homme. Il est à la fois un espèce de pilier auquel elle peut se raccrocher. Il est un peu celui qui va avoir remplacé sa mère. Quand elle était plus jeune, elle n'avait que sa mère et après, elle n'a plus que son homme. Euh, il est celui avec qui elle va cohabiter parce que finalement, on se rend compte qu'ils se croisent plus qu'ils ne vivent ensemble. Et il est un espèce de mal nécessaire dans sa vie, c'est-à-dire que, sans mauvais jeu de mots sur mal, en tout cas, elle est obligée de vivre avec quelqu'un parce que toute seule, elle ne peut pas s'en sortir financièrement. Et je pense que là, c'est très fort, c'est très fort l'inspiration d'Annie Ernaux, en fait, que j'ai lu avec voracité, qui décrit ça. C'est cette aspiration à avoir un couple, à avoir un modèle, et en même temps, une fois qu'elle est euh, en couple, bah, elle est très malheureuse de ce que ça produit. Euh, Elle se retrouve au service de quelqu'un d'autre, qui est l'homme dans le couple. Alors moi, je l'ai voulu très, oui, plein de certitudes, très un homme un vrai au sens où il pleure pas, il est fort, il sait, il lui dit comment il faut qu'elle fasse, il boit, il tape, il se laisse pas faire, voilà. Bon, avec peut-être pas mal de clichés sur la masculinité, mais oui, il est vraiment le contrepoint parfait de Blaise. Et d'ailleurs, Blaise, vous parlez aussi de cette faiblesse de l'homme. À l'époque, c'était extrêmement rare finalement d'avoir un homme qui se considère comme faible. Lui le sait, Blaise, pour le coup. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est clairement un contrepoint, mais en même temps, vous faites parler aussi le fait qu'à cette époque-là, les gueules cassées sont peut-être les seuls hommes qui arrivent aussi à entendre qu'ils sont parfois faibles. Oui, alors en même temps, c'est un constat d'échec hein, pour lui de se retrouver dans cette situation-là. Blaise, c'est un artiste à la base. Il a certainement une sensibilité, une capacité à voir le monde qui est peut-être un peu différente de celle de l'homme de la petite bonne, qui n'est pas célébré pour sa sensibilité, on va dire. Euh, j'ai pensé beaucoup, quand j'ai pensé à l'homme, j'ai pensé à ce tableau justement de Caillebotte, Les Raboteurs de parquet. Vous voyez, où on voit ces hommes torse nu, là, avec des gros muscles. Des corps très blancs qui sont pas avec de la sueur, avec de la sueur, avec tout ça, qui sont en train de peiner, de travailler dur. Et il y a une bouteille d'alcool qui est posée au premier plan sur la table à droite. Vous voyez ce tableau? Et on se dit qu'en fait, ces gens-là, pour tenir dans cette vie très dure, bah, il fallait ça, quoi. Il fallait des muscles et de l'alcool, quoi, parce que sinon, on tenait pas. Et Blaise, lui, c'était un bourgeois, c'était un artiste, donc il n'est pas du tout dans la même configuration de base que cet homme. L'homme, à la fin, on l'aime pas et en même temps, on peut pas vraiment lui en vouloir parce qu'il n'a pas le choix, quoi. C'est un espèce de marche ou crève. Blaise, lui, eh ben, il a eu le choix. Il a pu faire du piano. Ça plaisait pas spécialement à ses parents, mais ils l'ont laissé faire. Il a hérité de la maison. Il avait ce piano. Enfin,
voilà, il a quand même, même si c'est pas de la très grande bourgeoisie, parce que effectivement, il faut vivre toute une vie avec une rente, quoi. Et c'est une petite rente, ils n'ont pas 50 domestiques, ils vivent quand même de façon très raisonnable pour des bourgeois. En tout cas, il a quand même toujours eu ce statut qui lui permet de ne pas forcément travailler, même si dans sa jeunesse, il a un peu travaillé pour montrer un peu d'indépendance. Euh, voilà, c'est des vies qui sont quand même déterminées clairement par l'argent, hein, dès le début. J'ai vu, alors peut-être que je suis allé trop loin dans ma lecture, hein, c'est possible, parfois ça m'arrive. Mais il y a quand même, au-delà de la, on parlera tout à l'heure juste après de la satire des ultra-riches ou du pouvoir économique en place, mais c'est aussi une satire par rapport à votre quotidien. Vous, tout à l'heure, vous parliez de votre métier, vous êtes professeur des écoles au Havre. Est-ce que dans la pénibilité, dans la répétition des efforts, dans la difficulté de tenir une classe de CM1, de CM2 en 2025, je pense qu'il y a peut-être 30 ans, c'était peut-être un petit peu moins difficile. Je ne sais pas, vous me direz, mais est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a un lien aussi avec votre quotidien? Est-ce qu'il y a quelque chose comment dire, qui montre aussi la difficulté d'être enseignant aujourd'hui? Alors, je pense que oui, enfin, au sens où moi, je me reconnais assez dans le personnage de la petite bonne. Mais peut-être que beaucoup de femmes, en fait, ce qu'elle a, elle, c'est qu'elle a une grosse charge mentale. Alors c'est pareil, charge mentale, c'est un mot de maintenant. Mais clairement, quand elle se lève le matin, elle sait qu'elle doit dérouler une journée complète de labeur. Et que quand elle se couche le soir, elle est déjà en train d'anticiper la journée du lendemain. Et ça, j'ai envie de dire, c'est quand même un quotidien hyper réel pour plein de gens maintenant. Alors, bon, moi je suis une femme, donc je parle pour ma paroisse. Je suis une enseignante, donc c'est vrai que je dois m'occuper de 25 gamins toute la journée, faire en sorte qu'ils apprennent, qu'ils se battent pas, qu'ils passent une bonne journée aussi. Et le soir, j'enchaîne avec mes trois enfants, ma maison, la préparation du lendemain, les repas, les courses, enfin, vous savez tous ce que c'est, quoi. Et oui, je pense on est tous sensibles à ça et à cette charge-là. Après, je crois que c'est Jean Covici là, qui a écrit un livre où il parle de l'évolution du monde moderne. Et il dit que maintenant, en fait, on vit tous comme si on avait 600 esclaves. Il faut imaginer ça, hein. C'est-à-dire que les possibilités électroménagères, l'électricité, l'eau courante, tout ce qu'on a et qui nous paraît normal, si on le reporte à juste il y a 100 ans, il aurait fallu 600 esclaves par personne pour faire tout ce qu'on fait. Vous imaginez un peu? Et ça aussi, moi, ça fait partie des choses qui me fascinent dans la vie d'il y a 100 ans. C'est-à-dire que quand on voulait faire une lessive, il ne s'agissait pas d'appuyer sur un bouton. Il fallait aller chercher l'eau avec des seaux à une pompe, la faire chauffer, laisser tremper le linge, mettre de la soude, on avait fabriqué sa lessive auparavant, mettre de la soude, agiter le linge, le rincer. Enfin, voilà, c'était dingue, quoi. Et là, cette charge mentale dont nous, on se plaint beaucoup maintenant, je pense elle est rien du tout par rapport à ce que pouvaient vivre les gens il y a juste 100 ans, quoi. Très bien. Bon, après, ça n'est que mon avis. Mais en N'oublie tout pas, le cas, c'était mieux avant. Voilà. ah bah non, je pense pas. Il y avait certainement des choses qui étaient bien, mais je pense que le travail des femmes, en tout cas, il devait être 1000 fois plus pénible qu'il ne l'est maintenant. Et l'enseignement, je sais pas. Maintenant, on a des TBI, des ordinateurs, il y a Internet dans les classes. Par rapport à il y a 25 ans, j'enseigne plus du tout de la même façon. Très bien, très bien. Voilà, donc je suis pas sûre que c'était mieux avant non plus. Très bien. Et donc la deuxième chose, c'est j'y ai vu une satire finalement des deux, du côté maître-esclave, clairement, mais aujourd'hui, maître-esclave, ça veut dire beaucoup de choses. Et je vais lire un passage qui m'a beaucoup plu. Les maîtres ont leur lubie. Parfois, ils feront des choses que tu ne comprendras pas. Non pas parce que tu es trop bête, mais parce que ce sont des choses qui se font dans leur milieu, pas dans le nôtre. Ils sont différents. Elle expliquait, patiemment, avec sa voix douce, un peu grave. Ils sont comme des enfants. Ils jouent avec des codes, bien à eux. Mais, comme les enfants, ils ont besoin de nous, car ils ne savent pas faire l'essentiel. Ils jouent toute la journée à parler, à lire, à écrire. Ils pensent que c'est très important.
Surtout ne les détrompe pas, jamais. Mais toi, n'oublie pas, tu sais faire bien mieux qu'eux. Tu sais faire les vraies choses de tes mains, pas eux. Allumer le feu, cuire la nourriture, laver leur linge, leur vaisselle. C'est nous tout ça. Sans nous, ils seraient perdus, nus, affamés. Nous veillons sur leurs jeux comme des parents sur des enfants. Ils voudront croire qu'ils sont grands, ne leur montre pas à quel point nous leur sommes nécessaires. Ça les vexerait terriblement. Contente-toi de savourer ces moments où tu sais bien que c'est toi qui les nourris, qui les réchauffe, qui les habille. En pelant ses carottes, elle veut se sentir absolument indispensable. Elle y parvient presque. Son cœur s'apaise au rythme du travail. Moi, j'y vois une magnifique comparaison avec ces ultra riches, clairement qui ne sont rien sans les petites mains. Alors, je suis peut-être allé trop loin dans l'interprétation, je ne sais pas, mais j'ai vu quand même un magnifique message. Oui, bah, ils sont là, les 600 esclaves. Oui, Ouais, ouais. Bah oui, oui, clairement. Enfin, je pense que une société, elle doit être composée de plein de strates. Après, je pense que ce serait quand même intéressant qu'on soit tous conscients des autres strates, en fait. Voilà. Après, il n'y a pas de message particulier, mais juste une prise de conscience, peut-être. très bien. Mm. Une autre question que je pose régulièrement aux auteurs, c'est celle du personnage de fiction dans lequel vous aimeriez vous transposer pendant 24 heures et plus, si affinité. Et la deuxième, est-ce que vous changeriez sa destinée ou pas? Qui avez-vous choisi, Bérénice? Alors, moi, j'ai choisi un personnage qui n'est pas complètement fictionnel. C'est-à-dire que j'ai toujours lu beaucoup de romans historiques. Et quand on lit des romans historiques, et pas forcément, on traverse des périodes avec des personnages qui ont existé. Et quand j'ai eu peut-être 9 ou 10 ans, j'ai rencontré Aliénor d'Aquitaine. Voilà, donc c'est un personnage qui m'a fascinée toute mon enfance et toute mon adolescence. Et qui est évidemment un personnage réel, puisqu'elle existait. J'ai lu beaucoup de biographies de cette reine, de ce qu'elle a traversé. Et en même temps, elle est devenue, déjà, elle a une vie dingue, qui est complètement racontable comme si c'était un roman, une épopée chevaleresque folle. Et puis, en fait, ce personnage, aussi étudié soit-il, en fait, on sait très peu de choses sur qui elle était réellement. On ne sait même pas de quelle couleur étaient ses yeux et ses cheveux, on n'a même pas de représentation d'elle à part le gisant à l'abbaye de Fontevraud, mais c'est toujours des représentations un peu stéréotypées. Et donc, je pense qu'il y a une énorme place pour écrire le roman de ce personnage, c'est-à-dire imaginer sa psychologie, imaginer qui elle était au-delà des faits historiques qu'on connaît d'elle. Voilà. Donc oui, elle me fascine. J'aurais adoré être Aliénor d'Aquitaine. Et Et non, donc, j'aurais rien changé dans sa destinée qui est folle. ça ne vous a donc pas donné d'idée romanesque? Pas encore, en tout cas. Pour écrire sur Aliénor d'Aquitaine? Oui. Alors, en fait, j'ai déjà essayé d'écrire des choses qui se passent au Moyen Âge et c'est hyper difficile parce que moi, j'écris beaucoup à partir d'objets, à partir d'images, à partir de photos, parce que j'ai une représentation mentale des choses très précise avec ça, en fait. Moi, je les vois, mes personnages évoluer dans un monde qui me parle. Pour le coup, le Moyen Âge, c'est plus technique hein, pour trouver des représentations qui nous parlent à nous 800 ans après. Donc voilà. Donc j'admire assez ceux qui ont réussi à écrire des choses sur Aliénor d'Aquitaine. Après, c'est vrai qu'on reste sur des choses un peu formelles et d'ici à la rendre vivante comme un personnage, c'est difficile à faire. Très bien. Et d'ailleurs, par rapport à cela, par rapport à cette recherche, mémoire photographique, comment vous avez travaillé le sujet des décors, des personnages, finalement de tout le décorum que vous utilisez? Est-ce que ce sont, alors c'est quand même les années 30, hein, c'est pas si loin et en même temps ça paraît quand même extrêmement vieux. Euh, Comment vous avez pu nourrir votre récit à travers cela? Quelle recherche historique vous avez pu faire? Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que ce sont des photos? Est-ce que ce sont des objets? Vous parliez d'objets. Est-ce qu'il y a des objets particuliers qui vous ont Mm. animé? Comment vous avez travaillé le sujet? Alors oui, je travaille pas mal avec des photos, des objets, euh, des tableaux, même des films. Enfin, j'ai une espèce de base, de référence de base comme ça, assez large. Euh,
Après, il y a aussi d'autres livres qui nourrissent mon travail, hein. Quand il a fallu que je réfléchisse à ce que faisait une petite bonne, j'ai pensé au journal d'une femme de chambre, j'ai pensé évidemment à tous les personnages de Zola, de Flaubert, de Maupassant qui représentent les petites gens. Après, pour écrire La Petite Bonne, en fait, je dois vous dire que j'ai pas fait 50 000 recherches parce que je me suis inspirée de ce que j'avais fait comme recherche pour Mes Promesses des Fleurs, la trilogie avant, qui se passe dans les années 20. Mais du coup, j'avais fait des recherches qui allaient sur l'entre-deux-guerres. Donc, très nettement, en fait, mes personnages me sont apparus dans un cadre assez simple, puisqu'il s'agit d'une maison. Moi, j'habite moi-même une maison des années 30. Donc, la maison, je la voyais assez bien aussi. Dans sa configuration, avec les moulures, les cheminées, les parquets. Enfin voilà, c'est un peu chez moi, quoi. Donc l'imaginaire était assez simple. Et après, en termes d'objets, alors effectivement, il va y avoir certains objets qui vont m'avoir inspiré des choses. Par exemple, à un moment, pour celles qui ont lu, je parle d'une pipe à tête d'homme. Voilà. Alors là, pour le coup, cette histoire-là de la pipe à tête d'homme, autant tout le reste du livre est une fiction et je l'ai imaginé, autant cette histoire-là, elle est complètement vraie. Et elle est arrivée à mon arrière-grand-mère. Voilà. Mon arrière-grand-mère, elle habitait à Tunis et il y avait dans la rue pas mal de gitanes qui prédisaient l'avenir. Voilà. Et il y en a une qui a attrapé la main de mon arrière-grand-mère et qui lui a prédit qu'un grand malheur allait arriver si elle allait toucher des pipes à tête d'homme et les casser. Donc évidemment, elle s'est précipitée chez elle pour tricoter des pipes à tête d'homme, le truc qu'on ne fait pas. Elle en a cassé une. Et le lendemain, elle a appris que son fils aîné, qui était aviateur pendant la Deuxième Guerre mondiale, venait de s'écraser. Juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc quelques jours avant la victoire. Donc, quand mon oncle m'a raconté cette histoire-là, évidemment, je me suis dit qu'elle était folle et qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Et comme j'étais en train d'écrire La Petite Bonne, et ben hop, j'ai trouvé un moyen d'intégrer dans l'histoire une pipe à tête d'homme. Pour éviter de devenir astrologue. En tout cas, enfin, la pipe, elle a trouvé sa place assez naturellement une fois que j'ai découvert cette histoire. Donc c'est, voilà, je vais écrire comme ça, je vais utiliser mes lectures, des choses que je croise, des choses qui vont me tomber sous les yeux, et puis ouais, je vais les inclure dans mon récit, comme ça va venir, en fait. Voilà. Après, si ça peut éclaircir des choses, c'est un peu la magie de l'écriture aussi, c'est-à-dire qu'on se met devant son ordi, on ne sait pas ce qu'on va écrire et puis on sort des choses. Des belles choses, pour le coup. Merci. Eh bien, si personne d'autre n'a de questions, on va terminer cette rencontre avec un second extrait, Bérénice. C'est à vous. Alors, je voulais vous lire la scène qui précède le bain, c'est-à-dire juste avant qu'ils se retrouvent face à face. Donc, la veille, en fait, elle s'est un peu fâchée avec monsieur et elle l'a planté là. Voilà. Et elle allait se coucher dans la chambre de bonne qui lui était préparée pour l'occasion de ce week-end. Et le lendemain, elle redescend. Elle trouve monsieur exactement là où elle l'a laissé la veille. Elle s'en veut. Dans la pièce obscure, l'odeur est abominable. Le corps pas lavé. Le rance. La merde. Elle ne sait pas ce qui l'écœure le plus. Elle inspire un grand coup, traverse la pièce au galop, se jette sur la fenêtre. Elle est surprise par la douceur de l'air, respire à plein poumon avant de se retourner vers monsieur. Il la regarde, presque goguenard. Ses yeux rougis de fatigue lui disent sans mots qu'elle peut être contente d'elle, du résultat. C'est bien ça qui arrive quand on abandonne un infirme toute une nuit sans s'en occuper. Elle sent monter une sorte d'excitation. C'est trop facile. Il ne l'aura pas comme ça, par le dégoût. C'est trop évident. Elle a déjà su résister à la pitié, à la menace, à la colère. Si le jeu continue, la répulsion ne marchera pas, pas sur une fille comme elle. Des choses dégoûtantes pour les autres, elle en voit trop depuis toujours.
C'est justement son métier de les rendre présentables, les choses répugnantes pour les autres, de les arranger, de les frotter, de les rendre brillantes, belles à nouveau. Elle relève ses manches. Il va voir ce qu'elle leur fait aux choses dégoûtantes. Merci, Bérénice. Eh bien, il est temps de vous remercier, Bérénice, pour votre temps précieux, je le sais, et pour vous féliciter une fois de plus pour ce roman, La Petite Merci beaucoup. Rose Avril. Et on se retrouve samedi prochain pour le coup, Merci. en physique, en Au vrai. revoir. Merci à tous. Merci, Bérénice. Au revoir à tous.